Quand on attend un enfant, avec la joie et l'excitation, arrive aussi une avalanche d'informations. Examen mensuel, échographie, séance de préparation à l'accouchement. Le parcours médical de la grossesse peut vite ressembler à un grand labyrinthe pour les futurs parents. Mais pas de panique, on est là pour tout vous expliquer. Bienvenue dans 3-2-1 Parents, le podcast de l'assurance maladie qui vous aide à vous préparer au mieux à l'arrivée de votre enfant, mais aussi et surtout à veiller sur votre santé et sur la sienne. Moi, c'est Pauline Verdusier, je suis journaliste et comme beaucoup de parents, je me suis posé 1000 questions en attendant mon premier enfant. Au fil des épisodes de ce podcast, je retrouve Anne Kammerer, sage-femme libérale, pour explorer ensemble et avec des experts tous ces sujets qui nous questionnent pendant la grossesse, l'accouchement et les premiers mois de vie de l'enfant. Dans cet épisode, on va donc vous guider à travers les étapes clés du parcours médical de la grossesse. Que ce soit votre tout premier enfant ou que vous ayez simplement besoin d'un petit rappel, c'est toujours utile. Et pour cela, je suis ravie d'être avec Anne Kammerer. Bonjour Anne. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord, dire qui vous êtes, puisque c'est vous qui allez nous accompagner tout au long de ce podcast. Donc moi, je m'appelle Anne Kammerer, je suis sage-femme depuis 2018 et je travaille en libéral à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord pourquoi on fait un suivi médical de grossesse ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut paraître un petit peu technique dit comme ça, et ça peut renvoyer à beaucoup de rendez-vous et beaucoup de choses à faire, mais qu'est-ce que c'est déjà ? À quoi ça sert ? Quand on attend un bébé, on va rencontrer des sensations nouvelles dans son corps. Le fait d'avoir un suivi régulier, ça peut permettre déjà d'en parler avec un professionnel, de comprendre ce qui est en train de nous arriver, d'identifier un petit peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, c'est vrai que la majorité des grossesses se passent normalement. Il n'y a pas de problème particulier, les bébés grandissent bien, mais il peut arriver que, comme n'importe quel élément du corps humain, qu'il y ait des dysfonctionnements. Et le fait de faire un suivi régulier, ça va permettre de repérer très précocement, de repérer tôt lorsqu'il y a des difficultés pour pouvoir les prendre en charge plus facilement et éviter en fait qu'il y ait des problèmes pour les enfants à naître. Oui, c'est vrai que c'est important de rappeler que la plupart des grossesses se passent bien, mais qu'on peut parfois rencontrer certaines complications ou certaines choses qui peuvent survenir, mais qui peuvent être prises en charge. Est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Par exemple, on pourrait avoir un diabète au cours de la grossesse. Et si le diabète n'est pas correctement traité ou pris en charge, on sait que les bébés grandissent de façon inadaptée. Ça peut gêner le moment de l'accouchement, ça peut gêner leur adaptation à la vie à l'extérieur. Et au contraire, quand on dépiste correctement le diabète, qu'on adapte par exemple le régime alimentaire et que donc le problème est sous contrôle, les enfants grandissent harmonieusement et la naissance se passe bien. Oui, donc le suivi sert à tout ça et à prévenir les éventuels risques. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà comment s'y retrouver dans le parcours de soins ? Parce que c'est vrai que quand on est enceinte, on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup de choses à faire, une très grande to-do list et beaucoup de rendez-vous à prendre. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà dans un premier temps pour s'y retrouver ? Alors, c'est vrai qu'au départ, ça peut paraître beaucoup. En fait, la plupart des choses, elles vont s'organiser déjà au fur et à mesure. On n'est pas obligé d'avoir une vision d'ensemble dès le tout début de la grossesse. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est peut-être que le fil rouge, on va dire, d'un suivi de grossesse, ce sont les visites, les consultations de suivi de grossesse qu'on fait chaque mois. Donc, on a en gros un rendez-vous par mois à prévoir avec là où le professionnel qui fait le suivi. Et en plus de ça, vont venir s'organiser des rendez-vous en plus. Le suivi médical de grossesse, il peut être fait par différents types de professionnels. Ça, c'est au libre choix des femmes. Ça peut aussi dépendre un petit peu de leur situation médicale. Et donc, ça peut être réalisé par des sages-femmes, ça peut être réalisé par des gynécologues et ça peut être réalisé par des médecins généralistes. Et donc, la personne qui va faire votre suivi, elle va vous guider de toute façon à chaque étape pour vous informer et pour vous expliquer un petit peu quels sont les différents rendez-vous à prévoir au fur et à mesure. Oui, donc déjà, il faut se souvenir qu'il y a tous les mois une visite de suivi de grossesse qui revient chaque mois si tout se passe bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement, une consultation de suivi de grossesse ? En fait, les consultations de suivi de grossesse, elles permettent de s'assurer que à chaque étape, tout se déroule bien, que le bébé grandit bien, etc. Pour ça, on commence en général par une première étape où on fait le bilan de ce qui s'est passé dans le mois qui vient de passer. S'il y a eu par exemple des échographies ou des prises de sang de réalisées, on les regarde ensemble, on les analyse, on voit s'il faut en faire quelque chose. On demande en général aux femmes, est-ce qu'elles ont expérimenté quelque chose d'inhabituel en termes de sensations, des nouvelles douleurs, des nouveaux inconforts, est-ce qu'il y a eu des événements particuliers dans leur vie ?
Donc ensuite, on va vérifier par ce qu'on appelle l'examen clinique que tout va bien au jour J, c'est-à-dire qu'on va se peser, on va prendre la tension, on va écouter le cœur du bébé, puis on va mesurer le ventre pour vérifier que le bébé grandit normalement. Donc tout ça permet de savoir si la grossesse se déroule bien. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il faut nécessairement se dévêtir, se déshabiller en fait en consultation? D'après ce que vous dites, pas forcément. Alors non, il n'y a pas forcément besoin d'être nu ou d'avoir un examen qu'on appelle gynécologique pendant une consultation de suivi de grossesse. La plupart du temps, on se contentera de regarder et de toucher le ventre. S'il y a des signaux d'alerte, c'est-à-dire vous nous avez dit que vous aviez des douleurs au niveau du ventre qui pouvaient faire penser à des contractions. En gros, si on a des éléments qui nous inquiètent, alors là, on peut vous proposer d'examiner le col de l'utérus, c'est-à-dire de faire un toucher vaginal. Donc la sage-femme, par exemple, place ses 2 doigts à l'intérieur du vagin pour mesurer le col qui est au fond du vagin et s'assurer qu'il n'y a aucun signe de risque d'accouchement prématuré ou d'alerte, on va dire, qui devrait nous faire changer de mode de vie, par exemple. Mais en gros, s'il n'y a pas de symptômes, le toucher vaginal n'est pas recommandé en systématique. Ça, c'est intéressant à savoir. Non, c'est uniquement sur signe d'alerte, c'est-à-dire s'il y a des éléments nouveaux dans l'histoire qui nous font penser qu'il y a peut-être un problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on peut aborder dans ces consultations, peut-être plus en rapport avec le bien-être global ? Alors oui, on va pouvoir parler de toutes les choses qui peuvent aussi impacter votre mode de vie et le vécu de votre grossesse. Par exemple, on va s'intéresser à la qualité de votre sommeil, parce qu'on sait que le sommeil se modifie souvent pendant la grossesse. Le travail, c'est un élément important, parce qu'on peut avoir du temps de transport, des métiers plus ou moins physiques. Et au fur et à mesure que la grossesse avance, ça peut devenir, dans certaines situations, plus compliqué à gérer. Et puis d'autres éléments importants de notre vécu, par exemple, ça peut être comment vous vous sentez moralement, est-ce que ça se passe bien dans votre famille, est-ce que votre lieu de vie, par exemple, est adapté, est-ce que vous êtes en train de changer d'endroit où vivre avec le bébé. En fait, on peut aborder différents types de problématiques ou d'éléments qui pourraient, on va dire, entrer en interaction avec le vécu de la grossesse. Et par quoi se conclut cette consultation, justement ? Est-ce qu'il y a une idée de reprogrammer les prochains rendez-vous avec le ou la professionnelle de santé ? C'est ça. En général, au terme de la consultation, eh bien, on va préparer un petit peu les différentes étapes à venir dans le mois qui vient. Donc, on va vous donner des ordonnances peut-être pour faire certaines prises de sang, peut-être une échographie. Si vous avez besoin de certains médicaments, on va vous les prescrire, des vaccins, et on reprogramme ensemble les prochains rendez-vous à prévoir. Ça peut être des rendez-vous qu'on fait ensemble, typiquement le suivi médical. Ça peut être des rendez-vous organisés avec d'autres professionnels. Donc on n'est pas seul face à tout ce calendrier à prévoir, on est quand même aiguillé par le ou la professionnelle de santé qui nous accompagne. C'est rassurant. C'est ça. Et puis n'hésitez pas d'ailleurs, si c'est pas clair pour vous, en fait, à redemander aux professionnels de santé. Qu'est-ce que je dois prévoir là pour le mois prochain ? Est-ce qu'il y a des rendez-vous importants qu'il faut que j'organise ? Et ce qu'on peut souligner également, c'est que l'assurance maladie met à disposition des patientes un calendrier qui est personnalisé et qui est réalisé en fonction de la date estimée du début de grossesse et de la date prévue d'accouchement. C'est vrai qu'on peut s'y référer parce que ça permet de voir à quel moment réaliser par exemple telle échographie ou tel rendez-vous. Voilà, si on a envie d'avoir une vision globale, on peut aller sur l'espace Amélie et regarder ce calendrier personnalisé. Comment se poursuit la suite du suivi médical de grossesse ? Je sais qu'en fin de grossesse, ça peut être la maternité qui peut prendre le relais. Oui, donc très souvent, les 2 derniers rendez-vous ou alors le dernier rendez-vous de grossesse, il peut se faire directement à la maternité. Ça leur permet comme ça de récupérer la totalité du suivi qui a été fait tout au long de la grossesse, de rajouter dans leur dossier les échographies, les prises de sang. Comme ça, tout est prêt pour le jour de la naissance. Est-ce qu'on peut à présent s'arrêter sur les prises de sang ? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup pendant la grossesse. Qui les prescrit ? Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer ? Tout le monde ne va pas avoir besoin de faire exactement tous les mêmes examens, ça dépend de l'histoire de santé. Mais il y a certains éléments qu'on va faire systématiquement dans toutes les grossesses. Par exemple, en général, en début de grossesse, on fait un bilan un peu complet, on va dire. On s'assure que une femme est en bonne santé, qu'il n'y a pas de signes particuliers qui nous laisseraient penser que la grossesse pourrait se compliquer. Donc, on va vérifier que vous ne soyez pas anémiée, on va vérifier ce qu'on appelle les sérologies, c'est-à-dire les maladies infectieuses. Est-ce qu'on a déjà été en contact avec la toxoplasmose, la rubéole, le VIH, la syphilis, etc., etc.
On va vouloir connaître votre groupe sanguin. Il peut arriver qu'on cherche à dépister déjà un diabète en regardant votre taux de sucre dans le sang, ou bien vérifier le fonctionnement de votre thyroïde pour les familles qui peuvent être à risque de complications de ce point de vue-là. Et c'est quoi la toxoplasmose justement? Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler pendant la grossesse. Alors, la toxoplasmose, c'est une maladie qu'on peut attraper pendant une grossesse. C'est dû à un parasite qui s'appelle le toxoplasme. Et en fait, une partie de la population a déjà été en contact avant la grossesse. Et quand on a déjà été en contact, on est immunisé. On ne peut pas le réattraper. Donc, pas de vigilance particulière. On n'a pas de problème à prévoir pour cette grossesse. En revanche, si on ne l'a jamais rencontré dans sa vie, on ne veut pas l'attraper pendant une grossesse parce que là, ça pourrait être dangereux. Et donc, c'est pour ça qu'on peut faire des prises de sang comme ça tous les mois pour s'assurer qu'on n'a pas rencontré le toxoplasme au cours de la grossesse. Et les professionnels qui vous suivent vous donnent des recommandations essentiellement alimentaires pour garantir le fait qu'on ne le rencontrera pas pendant ces 9 mois. Comme quoi? Par exemple, on va vous dire attention à tous les aliments qui pourraient être en contact avec la terre. Donc de bien laver les fruits et légumes, les herbes aromatiques, la salade, parce qu'on sait que ce parasite, il peut se retrouver dans la terre. Il peut se retrouver aussi dans les muscles des animaux. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut cuire la viande à cœur, pas la viande saignante, pas la viande bleue. Et puis, en particulier, si on a des animaux de compagnie comme les chats et qui chassent en extérieur, on va dire d'être attentif au nettoyage de la litière, de bien se laver les mains, parce que c'est aussi un parasite qu'on peut retrouver dans les selles du chat. Oui, donc finalement, la consultation sert aussi à informer les patientes de ces choses-là, juste pour prévenir ces risques-là, mais tout en les rassurant. C'est ça. Selon votre situation médicale, il peut arriver qu'on vous donne certaines recommandations, des conseils un petit peu sur votre mode de vie au cours de la grossesse. On a parlé des prises de sang. Est-ce qu'on peut à présent parler des échographies? Parce que c'est vrai que souvent, c'est des moments très attendus pendant la grossesse. Comment ça se passe? Combien il y en a? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, il y a 3 échographies qui sont recommandées pendant la grossesse, une à chaque trimestre. La première grande échographie, elle se réalise à la fin du premier trimestre. Alors, elle a pour premier objectif de dater la grossesse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la période la plus fiable pour essayer d'estimer quel âge a le bébé. Comment on fait? En fait, on sait qu'en début de grossesse, les bébés ils grandissent tous à la même vitesse et que donc si on mesure un bébé de la tête jusqu'aux fesses à cette période-là, eh bien, on a une idée assez précise de son âge. Et donc, c'est comme ça qu'on va dire, on pense que la grossesse, elle a commencé à cette date-là. D'accord. Et puis, on peut commencer déjà à voir quelques organes à ce moment-là et s'assurer que tout se développe comme il faut. L'autre chose qu'on peut faire pendant cette première échographie, c'est faire une mesure de la nuque du bébé. Et cette mesure de la nuque, en fait, elle va être utilisée pour essayer d'estimer le risque de trisomie 21. La trisomie 21, c'est une maladie génétique qu'un enfant va garder toute sa vie, puisque c'est dans les chromosomes. Et la manière qu'on a d'essayer de repérer les grossesses qui pourraient être marquées par cette maladie-là, c'est de faire une mesure de la nuque du bébé à l'échographie et de l'associer à un dosage d'hormones dans le sang de la maman à la même période. Et quand on cumule la mesure de la nuque et le résultat de la prise de sang et l'âge de la maman, on fait un calcul de risque qui nous permet de dire, OK, est-ce que cette grossesse-là semble à haut risque, à faible risque ou à risque intermédiaire de trisomie? Et en sachant que si on est à haut risque, il peut y avoir des tests complémentaires si besoin. C'est ça, en fait. Quand on est à risque intermédiaire ou à haut risque, on va pas en rester là forcément. On va proposer une deuxième prise de sang ou un deuxième test qui va permettre de dire si oui ou non un enfant est malade. Lors de la deuxième échographie qui se fait dans le deuxième trimestre, cette fois-ci, on voit vraiment bien les bébés et on va pouvoir détailler de la tête jusqu'aux pieds tous les organes et s'assurer qu'il n'y a pas de signe de malformation, de maladie pour lesquelles les bébés auraient besoin d'un suivi ou d'un accompagnement particulier. Elle permet aussi de s'assurer que les bébés grandissent comme il faut, que la croissance se fait de façon harmonieuse. Et puis la dernière échographie qui se fait au 3e trimestre, celle-ci, elle nous permet de voir déjà si les bébés ont eu la bonne idée de se mettre la tête en bas, ce qui facilite le moment de la naissance, de continuer à vérifier que la croissance se fait normalement. Et on peut encore voir les différents organes, un petit peu moins bien qu'au 2e trimestre, mais on passe en général quand même en revue un petit peu de la tête aux pieds tous les bébés. Qu'est-ce qu'on peut citer comme autre rendez-vous de la grossesse ? À part le suivi médical de la grossesse qu'on fait tous les mois, on peut organiser un rendez-vous qui s'appelle l'entretien prénatal précoce, qu'on conseille de faire à peu près au 4e mois en général. Donc ce rendez-vous, c'est un temps de discussion avec la sage-femme. Ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure.
Et l'objectif, c'est de pouvoir un petit peu aborder des choses qui vont plus concerner votre vie quotidienne et un petit peu moins le suivi médical, les prises de sang, etc. de la grossesse. Oui, et je précise juste que l'entretien prénatal précoce peut être fait par la sage-femme ou le professionnel de santé qui suit la patiente et que la patiente peut s'y rendre seule ou en couple. Oui, donc par exemple, l'idée, ça va être de pouvoir discuter de ce qui est facile ou de ce qui est difficile pour vous lors de cette grossesse. Et selon les situations, on va pouvoir aborder différents sujets. Parfois, ce sont les couples qui viennent eux-mêmes avec des questions ou des éléments dont ils ont envie de parler. Et puis parfois, c'est la sage-femme qui peut aussi poser des questions pour essayer de dresser un peu un portrait de comment les gens vivent cette grossesse-là. Donc on peut parfois parler du travail, s'il y a des enjeux particuliers autour du travail. On peut discuter du vécu émotionnel de cette grossesse, parce que pour certaines personnes, c'est très facile, et puis au contraire, pour d'autres, ça va être très stressant, ou ça aurait pu être difficile, ou ça aura pu modifier un petit peu la relation de couple qu'on a et créer des tensions parfois. Donc ça peut être des choses dont on peut avoir besoin de parler. Et d'ailleurs, la sage-femme peut également orienter la patiente ou l'autre parent vers un ou une psychologue si le vécu psychique est difficile, ou s'ils se sentent en difficulté ou en détresse. Nous y revenons dans un épisode dédié à ce sujet. C'est ça. Donc, ça peut être l'occasion d'aborder nos envies ou nos attentes sur le suivi de la grossesse, sur le moment de la naissance du bébé. Et en fonction, la sage-femme, elle va pouvoir vous donner des informations sur les préparations à la naissance qui existent. Elle peut vous proposer aussi de vous orienter vers d'autres professionnels en fonction de ce que vous aurez abordé. Par exemple, vous avez des difficultés dans le logement où vous vous trouvez, qui n'est pas adapté à l'arrivée d'un bébé, et puis en même temps, vous savez pas comment faire pour changer. Ou alors, vous avez des difficultés financières. La sage-femme, ça peut être aussi l'occasion de vous dire, OK, il y a une assistante sociale, par exemple, à la mairie de là où vous habitez, ou bien à l'hôpital. Vous pouvez prendre contact pour essayer de démarrer, on va dire, des démarches pour changer certaines choses qui sont compliquées pour vous dans cette période-là. Et l'autre volet qu'on peut aborder, du coup, il est plus social, si je comprends bien. Et puis, vous allez chercher à savoir si les personnes sont bien entourées, si potentiellement il y a de la famille autour d'eux, s'ils vont être épaulés à l'arrivée de l'enfant. Est-ce que c'est des choses qu'on peut aborder aussi ? Alors oui, on va pouvoir discuter de dans quel contexte globalement arrive ce bébé, et donc est-ce que vous êtes entouré par de la famille ou des amis, est-ce que vous avez des gens qui ont des enfants autour de vous ou pas spécialement, et selon l'isolement ou au contraire la famille très présente, on sait que ça peut être des appuis, des forces sur lesquelles les parents vont venir un peu s'appuyer pendant la grossesse et en particulier après dans les mois qui suivent la naissance d'un bébé. Il y a un autre rendez-vous qui est proposé aux femmes enceintes et qui est peut-être un peu moins connu, c'est le bilan prénatal de prévention. Donc encore un terme un petit peu technique, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste ? Alors oui, il existe un rendez-vous dédié qui s'appelle le bilan prénatal de prévention, et il permet de prendre un temps de discussion en plus des consultations de suivi de grossesse pour parler de tout ce qui va concerner votre mode de vie et de comment améliorer votre santé et donc celle aussi du bébé. Donc, selon les situations, on peut être amené à aborder le sevrage du tabac, de l'alcool, des drogues. On peut discuter du sport pendant la grossesse, quel sport on peut réaliser, est-ce que vous avez déjà une activité physique régulière ou pas. On peut aborder ensemble la question de votre alimentation, et en particulier pendant la grossesse, est-ce qu'il y a des adaptations nécessaires à faire. Ça va nous permettre d'aborder justement tout ce qui va concerner votre environnement et votre mode de vie. En France, il y a une particularité du suivi de grossesse, c'est qu'il est très bien remboursé, même à 100% à partir d'un certain moment. Alors oui, toutes les consultations de suivi médical de grossesse, les consultations obligatoires, elles sont prises en charge déjà à 100%. Donc, ce que ça change, c'est que les gens qui n'ont pas de mutuelle n'ont pas besoin de payer une partie. La totalité va être couverte par la sécurité sociale. Et puis, à partir du début du 6e mois, tous les soins médicaux, que ce soit en lien avec la grossesse ou indépendamment, sont aussi couverts à 100% par la sécurité sociale. Et ça se termine pour les femmes 12 jours après la naissance du bébé. Ok, donc seulement les rendez-vous obligatoires et les rendez-vous après les 6 mois de grossesse sont remboursés à 100% par l'assurance maladie. Ce n'est pas le cas, par exemple, du bilan prénatal de prévention et des 2 premières échographies qui interviennent avant les 6 mois de grossesse et qui sont remboursées à 70%. C'est ça, que vous ayez besoin d'aller voir une dermatologue, une dentiste, un médecin généraliste, tout type de professionnel, vous allez être couverte à 100% à partir du début du 6e mois.
Donc ça vaut le coup, pendant la grossesse, d'aller mettre à jour votre carte vitale à la pharmacie. Comme ça, tous les professionnels qui passeront votre carte vitale verront qu'il y a des droits ouverts en maternité. Et d'ailleurs, on peut citer le rendez-vous en fait chez le ou la dentiste qui est aussi entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Pourquoi c'est intéressant justement de faire un bilan de sa santé bucco-dentaire au moment de la grossesse ? C'est intéressant de savoir que les femmes enceintes, elles sont un petit peu plus à risque de caries ou d'infection au niveau de la gencive. Et donc, c'est bien de faire un rendez-vous de prévention, c'est-à-dire même si on n'a pas de douleur ou de problème particulier, pour s'assurer qu'il n'y a rien à traiter avant que ce soit plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous à prendre à la maternité, en plus de ceux de la fin de grossesse ? Alors, il y a un rendez-vous, en général, vers le 7e ou 8e mois à la maternité, c'est la consultation d'anesthésie. Alors, c'est une consultation qui est assez courte, qui se passe avec une ou un anesthésiste de la maternité. Et l'objectif de ce rendez-vous, c'est de s'assurer que vous n'avez pas de problème de santé particulier qui pourrait venir gêner le jour de l'accouchement. Donc, l'anesthésiste revoit avec vous votre histoire de santé, vérifier que vous n'avez pas d'allergie à des médicaments et qu'on souhaite, par exemple, ou pas avoir une péridurale, c'est important d'avoir fait ce rendez-vous d'anesthésie parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir être déjà prêt si, à un moment donné, une situation médicale exige, par exemple, une intervention en urgence ou quoi que ce soit. On va dédier un épisode à ce sujet, mais dans le parcours de la grossesse, il y a aussi la préparation à la naissance pour les parents. Ça, c'est aussi quelque chose qui est pris en charge en France. Alors oui, on peut bénéficier de 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Ces séances, elles peuvent être réalisées par des sages-femmes ou par des médecins. Tout dépend du type de préparation, on en reparlera. Elles peuvent être parfois organisées en collectif, c'est-à-dire avec d'autres parents qui attendent des enfants en même temps, ou bien en individuel. Et elles sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Pendant la grossesse, il y a aussi des examens un peu plus spécifiques, par exemple pour le diabète de grossesse. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il arrive qu'on ait besoin de dépister du diabète de grossesse. C'est pas forcément fait systématiquement. En général, c'est fait sur ce qu'on appelle sur facteur de risque, c'est-à-dire en fonction de votre histoire de santé, on peut vous proposer ce dépistage. Il se fait au 6e mois de la grossesse et on en parle parce que c'est un test qui peut prendre quasiment une petite matinée quand même au laboratoire. C'est un peu plus contraignant qu'une prise de sang classique. Voilà, exactement. On doit faire une prise de sang où on regarde notre taux de sucre quand on n'a pas mangé et ensuite on vous demande de boire un sirop très sucré et on recontrôle votre taux de sucre dans le sang 1 heure après et 2 heures après. L'objectif, c'est de voir un petit peu comment votre corps s'adapte à un apport de sucre inhabituel. Donc c'est un examen qui est très utile, mais c'est vrai qu'il peut être plus ou moins désagréable selon les gens. On peut se sentir un peu faible ou un peu nauséeux à cause du sucre. Il y a un autre examen en fin de grossesse qui consiste en un prélèvement vaginal. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ça, c'est un test qu'on fait en général vers le 8e mois. Ça peut se faire au laboratoire, ça peut se faire en maternité, ça peut se faire tout seul, c'est-à-dire qu'on met soi-même un coton-tige à l'intérieur du vagin que le laboratoire va analyser pour rechercher une bactérie qui s'appelle le streptocoque B. C'est une bactérie qui est tout à fait anodine pour les femmes. Il y a quasiment 30% des personnes qui sont porteuses et sans aucun symptôme, on n'a pas besoin de le traiter particulièrement. Mais c'est une bactérie qui peut être embêtante pour le jour de la naissance. Quand le bébé passe au niveau du vagin en naissant, on ne veut pas que les enfants puissent l'attraper parce que pour eux, ça peut être dangereux. Et donc, en fait, l'objectif de ce dépistage, c'est de permettre de savoir quelles femmes sont porteuses et que le jour de la naissance, on leur donne des antibiotiques qui vont permettre de faire disparaître la bactérie en quelques heures et s'assurer comme ça que les bébés ne risqueront pas de l'attraper. Pendant la grossesse, on parle aussi souvent des vaccins. Quels sont les vaccins recommandés ? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les vaccins ? On peut avoir besoin de faire des vaccins pour différentes raisons. Par exemple, on recommande de faire les vaccins de la grippe et les vaccins du Covid parce qu'on sait que les femmes enceintes sont plus à risque de complications respiratoires. Et puis, il y a d'autres vaccins qu'on va proposer de faire plutôt pour protéger le bébé. Par exemple, on recommande de faire le vaccin de la coqueluche au cours de la grossesse, parce qu'on sait que en faisant ce rappel, donc ça s'appelle le DTPC, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, en faisant ce rappel, la femme enceinte, elle va recommencer à fabriquer des anticorps en plus grande quantité qui vont passer la barrière du placenta et qui vont aller protéger le bébé. Ces anticorps, ils vont rester pendant plusieurs semaines, ils vont protéger le bébé pendant les premières semaines de vie. Et plus récemment, on a ajouté aussi une possibilité de protéger les enfants contre la bronchiolite. Alors, il y a 2 options qui sont libres au choix des parents. Ça peut être soit de vacciner la maman pendant la grossesse
justement pour que son corps fabrique des anticorps contre la bronchiolite qui vont rester dans le corps du bébé pendant les premiers mois de vie et qui vont ainsi protéger le bébé pendant l'hiver, ou bien faire une injection d'anticorps au bébé à la naissance quand ils naissent en hiver pour les protéger de la même manière dans les premiers mois. Alors c'est sûr, ça fait beaucoup d'informations, mais sachez que les professionnels de santé sont là pour vous accompagner à chaque étape. Et c'est tout l'objet de l'épisode 2 qui vous présentera ces professionnels que vous allez être amenés à rencontrer tout au long de votre parcours. C'est ça, n'hésitez pas en plus à poser des questions s'il y a des choses qui sont pas claires, à redemander un petit peu quelles peuvent être les prochaines étapes, est-ce qu'il y a des rendez-vous ou des examens ou des médicaments à prendre. Et comme ça, votre professionnel vous dira au fur et à mesure. Merci beaucoup Anne Kammerer. Merci. J'en profite pour préciser que pour faciliter votre suivi médical dans cette période de la grossesse où, comme on l'a vu, beaucoup de rendez-vous et d'examens sont prévus, pensez à enregistrer votre grossesse dans votre compte Mon Espace Santé, disponible en application ou sur Internet, pour retrouver toutes vos dates importantes et pouvoir ainsi planifier vos rendez-vous. Vous pourrez aussi déposer et conserver tous vos documents de santé comme vos ordonnances, résultats d'analyse, compte rendu d'échographie, pour les partager avec vos professionnels de santé en toute sécurité. Sachez que la plupart des caisses d'assurance maladie organisent des ateliers collectifs pour les futurs parents. Vous pouvez venir en couple pour poser des questions sur la santé, la prévention, mais aussi des questions administratives sur l'indemnisation des congés maternité et paternité, par exemple. Votre caisse d'assurance maladie, votre caisse d'allocation familiale et des professionnels de santé sont là pour vous informer. « 3, 2, 1 Parents » est un podcast de l'assurance maladie à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous et écoutez d'autres épisodes avec de nouveaux experts. Et pour retrouver encore plus d'informations sur la grossesse et la parentalité, rendez-vous sur amélie.fr.